Alors je continue cette série de vidéos audio sur le CAPES et l'agrégation avec le sujet complexe et douloureux parfois des oraux. Il me semble que c'est intéressant d'en parler parce que c'est effectivement, évidemment, le passage peut-être le plus difficile et le plus traumatique pour beaucoup de gens qui préparent les concours et qui ont la chance d'être admissibles. Parce qu'évidemment, être admissible, c'est pas forcément gage d'admission, et que la leçon et l'explication de texte à l'oral sont des épreuves particulièrement stressantes. Je suis pas quelqu'un de très stressé dans ma vie quotidienne, je suis quelqu'un de plutôt serein, et je dois dire que les fois où j'ai été le plus stressé dans mon existence, outre le premier cours que j'ai donné à des élèves de terminale dans ma vie, ça a sans doute été ces épreuves orales du CAPES et de l'agrégation. Il faudra que je fasse peut-être une vidéo plus courte et plus efficace pour des conseils très pragmatiques sur ce qui me semble être efficace pour préparer ces épreuves, mais bon, je voulais ici parler de quelques points qui me semblent intéressants dans mon expérience et qui peuvent sinon être considérés comme des modèles, ça je ne pense pas, mais au moins comme des éléments à méditer. Alors, je vais d'abord parler de ma leçon de CAPES qui s'était très très mal passée. J'avais eu un sujet sur la guerre, j'étais normalement spécialiste, en tout cas si j'ai été spécialiste une fois dans ma vie de quelque chose en philosophie, c'était de ça, de philosophie politique, notamment de Machiavel, etc. Bref, donc j'étais très content de tomber sur ce sujet-là, qui était assez proche de mes intérêts dans la recherche. Et donc j'ai fait une leçon qui, selon moi, était correcte. Et la première chose qui m'a été dite quand l'entretien a commencé, il y avait des entretiens à l'époque, c'est texto, est-ce que vous vous rendez compte que vous venez de faire une leçon qui milite pour le totalitarisme ? Autant vous dire que j'ai très vite compris que ça allait mal se passer, et la suite ne m'a pas donné tort. J'ai passé un entretien vraiment douloureux avec 3 membres du jury qui étaient assez hostiles, pour ne pas dire complètement réfractaires à mes propositions, mes arguments, enfin, c'était moins un échange que, on va dire, un massacre. Donc, ça a été vraiment un moment difficile et où je me suis débattu comme j'ai pu, mais ça n'a pas été efficace. Tout ça pour dire que quand je suis sorti de la leçon, il était plus ou moins acté dans mon esprit que j'avais raté le CAPES à l'oral. C'était la première fois que je le passais, j'avais déjà eu la chance d'être admissible, donc j'étais à la fois frustré, mais en même temps, on va dire content d'être arrivé jusque-là, mais pour moi, c'était sûr et certain que je ne pourrais pas avoir le CAPES cette année-là, en raison de la manière dont ça s'était passé. La suite ne m'a pas donné tort, parce que pour l'histoire, à cette leçon, j'ai eu 3 sur 20. Donc les membres du jury m'ont donné une note qui normalement est éliminatoire lorsqu'on passe le CAPES. Enfin, bon, à 3 sur 20 en leçon, c'est pas facile de se relever de ça a priori. J'ai passé une nuit très difficile en raison de conditions extérieures et d'un hôtel, on va dire, défaillant, et je me suis représenté le lendemain à mon explication de texte avec un texte d'Aristote, auteur que je ne connaissais pas bien du tout, voire pas du tout à l'époque. Comme je le dis dans des vidéos précédentes, je suis pas du tout un spécialiste d'histoire de la philosophie, alors il y a 11 ans, il y a 12 ans, c'était encore moins le cas. Et donc j'ai pour le coup fait une explication de texte qui me semblait être assez défaillante, voire très défaillante. Donc pendant que je faisais mon explication de texte, et même pendant que je préparais cette explication de texte, avant de passer à l'oral, j'avais encore plus acté que je ne parviendrais pas à avoir le CAPES. Et puis, lorsque l'entretien s'est lancé, donc les membres du jury m'ont pointé les insuffisances, les problèmes, les manquements de mon explication de texte par des questions ciblées. Il y a notamment une question, alors je ne sais plus exactement, mais qui m'avait posé, qui était une sorte de colle, mais en fait, elle n'était pas du tout une colle, il suffisait juste d'avoir une notion élémentaire d'histoire de la philosophie et d'histoire antique. Et donc, a priori, c'est très mal passé. Mais peut-être parce que j'avais le sentiment de toute façon d'avoir tout perdu, je suis rentré dans l'échange. J'ai réussi à me mettre dans une disposition telle que j'ai continué à faire des hypothèses sur le texte, des hypothèses philosophiques, essayer de les nourrir de questionnements,
Et j'ai senti que bizarrement, ce qui devait être, ce qui était au départ un entretien, s'est transformé en véritable conversation. Alors évidemment, je suis pas dupe, ils ne sont pas sortis de leur rôle de jury, mais pendant l'espace, je sais plus combien de temps ça durait, de 20 minutes, on va dire, de 30 minutes, je sais plus, il s'est passé quelque chose qui était un peu différent, j'imagine, de ce qui se passait peut-être avec les autres candidats, peut-être d'ailleurs enfin sans doute d'ailleurs même plus brillants, plus intéressants que moi sur leur explication de texte. C'est que, désespéré en quelque sorte, je me suis pas laissé démonter et j'ai continué à produire des hypothèses, à proposer des choses. Je suis pas resté mutique, j'ai admis parfois ma méconnaissance, et j'ai quand même essayé, à partir de cette méconnaissance, de continuer à philosopher. Et j'ai eu 12. J'ai eu 12 à cette explication de texte. Je sais que ce 12 n'est pas du tout un 12 qui a été donné à l'explication de texte elle-même. Je pense que si j'en étais resté là, j'aurais pas eu la moyenne, loin de là, mais bien à l'entretien qui a été, je pense, particulièrement apprécié à cause de cette, non seulement combativité, mais en gros j'ai témoigné, je pense à ce moment-là, de ma capacité à philosopher, c'est-à-dire à réfléchir authentiquement sur un texte, même quand on ne le connaît pas. Et ça m'a donné une leçon importante, et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner, c'est deux choses. Quand vous passez à l'oral, vous êtes donc soumis à un stress intense, tout le monde le sait. Vous le savez, le jury est au courant, alors il y a des jurys plus ou moins gentils, plus ou moins hostiles, etc., mais malgré tout, au fond de leur esprit, ils savent que c'est un moment particulièrement stressant. Donc tout le monde est au courant que vous êtes pétrifié de stress, que vous avez la bouche pâteuse, que vous avez du mal à aligner deux mots, enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui peut vous être reproché, et ce qui aurait pu m'être reproché à l'époque, c'est de ne pas philosopher. Et je crois que le stress, parfois, provoque une fixation, une sorte de fixité, qui fait que beaucoup de candidats s'effondrent, non pas parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir, mais parce qu'ils sont mis dans des conditions où cette réflexion est extrêmement difficile à mener, extrêmement difficile à continuer à mener. Et je dois dire que sur mes deux expériences, alors à l'agrégation c'est un peu différent parce que ma leçon pour le coup était vraiment réussie, mais mon explication de texte s'est passé à peu près la même chose, c'est-à-dire j'ai eu un texte de Locke, alors pour le coup la Locke je connaissais vraiment zéro, et j'ai fait une explication de texte à mon avis mauvaise, mais l'entretien s'est relativement bien passé, j'ai eu une note qui doit être 11 à l'entretien, là pareil à l'entretien. Et c'était plus ou moins la même technique, c'est-à-dire j'ai continué à philosopher, j'ai admis mes insuffisances et mes méconnaissances, plutôt que broder sur du vide, j'ai dit bon, là je ne sais pas, donc je vous fais une hypothèse, mais je sais pas ce qu'elle vaut. Bref, j'ai essayé de montrer à un jury qui voyait bien que j'étais pas connaisseur de Locke, et sans doute pas assez connaisseur, en tout cas pour produire une explication de texte vraiment satisfaisante, j'ai montré que je continuais à réfléchir, à philosopher. Et c'est un conseil qui rejoint en fait assez d'ailleurs ce que je donnerais comme conseil à l'écrit, c'est qu'il me semble que bizarrement les jurys sont habitués en correction, que ce soit en correction écrite ou en correction à l'oral, d'être face à des candidats qui ne philosophent pas, qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent plus. C'est d'ailleurs l'une des grandes critiques que je ferai à ce concours, c'est que des gens brillants, vraiment investis par la philosophie, vraiment des gens qui sont traversés par l'appétit philosophique, sont mis dans des conditions, en fait, ils n'arrivent plus à le faire, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont figés par les attendus potentiels du concours, et du coup ça les empêche, en fait, de s'exprimer. Bon, le conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, il faut que votre oral soit un petit événement. Alors ça veut pas dire faire des claquettes et sortir des maracas, ça veut dire que il faut se mettre, je crois, à la place du jury. Un jury pour ceux qui ont fait passer des oraux, alors ça peut être en terminale par exemple, c'est plus ou moins la même chose, c'est de toute façon très ennuyeux, très fastidieux, très douloureux, c'est très long, on écoute les gens, on se tait, on cherche des questions, parfois on est fatigué. Bon, les jurys sont dans le même état d'esprit. Je dirais pas que tout se joue là-dessus, mais je crois que le fait de voir un candidat qui essaye vraiment de penser, vraiment de produire de la philosophie, qui essaie d'être clair, qui essaye d'être honnête dans sa démarche, il gagne des points. Il gagne beaucoup de points parce que par comparatif à des entretiens figés, des gens qui se bloquent complètement, vous sortez du lot simplement par votre ethos. Et c'est pas complètement absurde, parce que finalement, quand on est prof, il me semble que cette partie-là,
elle est importante, c'est-à-dire la capacité de produire, d'animer une réflexion, de penser devant des gens, et d'être honnête dans cette réflexion. C'est comme ça aussi qu'on emporte des élèves. Donc le conseil, la chose, en tout cas l'éthique qu'il faut poursuivre à mon avis, c'est que quoi qu'il arrive, que ça se passe bien, que ça se passe mal, que vous connaissiez par exemple l'auteur, ou qu'il vous est complètement inconnu, que vous ayez le sentiment d'avoir complètement raté, il faut produire des hypothèses. Si on vous pose une question qui vous bloque complètement, produisez des hypothèses. Et deuxième impression aussi, c'est des impressions, hein, j'ai pas passé assez d'oraux pour être sûr de ce que je raconte, mais mon impression, c'est qu'il faut pas non plus être dans le faux semblant. Voilà, il faut être honnête. Moi, j'ai toujours été honnête dans mes oraux. Quand je savais pas, je disais que je savais pas. Alors évidemment, si vous ne savez strictement rien à rien et que à chaque question vous dites je ne sais pas, ça ne marche pas. Moi, ce que je faisais, c'est quand j'avais des questions, et c'est malheureusement souvent arrivé, notamment dans les explications de texte à l'oral, je disais bah j'avoue je sais pas, je suis pas assez, je comprends pas forcément la notion dans son économie historique, on va dire, dans la manière dont elle fonctionne dans l'histoire de la philosophie, mais voilà mon hypothèse, en tout cas à partir de cette insuffisance. Donc je positionnais le cercle, on va dire, de ma parole, je prenais position dans ma parole, et à partir de là, en ayant clarifié les règles avec le jury, moi, je proposais quelque chose. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé, voilà. Je pense qu'en fait, ça permet au jury d'acter que bon, bah voilà, le candidat ne connaît pas visiblement Locke, par exemple, mais quand même, il essaie de produire des choses philosophiques. Ça m'amène au deuxième conseil, deuxième chose importante, et d'ailleurs c'est aussi un conseil que je donnerais aux jeunes profs qui commencent. Le syndrome de l'imposteur ou le sentiment d'illégitimité, il ne touche que vous. Les gens qui sont en face de vous, ils ne vous considèrent pas comme illégitime. Ni les élèves, ni le jury. Alors parfois le jury se considère, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en position de jury, comme supérieur, c'est-à-dire capable de vous noter, etc., mais il ne considère pas que vous êtes des imposteurs. Si vous êtes admissible, c'est que vous avez quelque chose à faire devant eux. Et donc, l'une des choses qui fige parfois les gens, je crois, c'est qu'ils ont le sentiment d'être des imposteurs, et donc, par exemple, s'ils sont mis en défaillance devant un texte, notamment devant un texte, ou devant un sujet de leçon, ils ont le sentiment que, pour le jury, cette défaillance va être le signe d'une défaillance générale du candidat. C'est-à-dire que le jury va se dire, ah bah, en gros, ah bah, il connaît pas Locke, bah, il doit rien connaître de l'histoire de la philosophie. Et donc ça fige les gens parce qu'ils se disent « Ah bon, moi j'ai été percé à jour, en fait. Me voilà révélé dans ma nature profonde d'ignare. » Mais en fait, je crois que ce qui m'a sauvé, notamment dans le cadre des explications textes d'Aristote et de Locke, c'est que la plupart le jury va pas se dire que vous connaissez rien à rien. Il va se dire « Ah, il a pas eu... » Si vous êtes combatif, et que vous proposez des choses, que vous proposez des définitions conceptuelles, que vous continuez à produire des problématisations, que vous témoignez quand même d'une compréhension générale du problème tel qu'il se pose dans la philosophie en général, il va plutôt se dire, si l'entretien fonctionne, pas de chance pour lui, il est tombé sur un auteur qu'il connaissait pas, Locke, mais vu ce qu'il me raconte, vu la manière qu'il a de penser et de réfléchir, oh bah il doit quand même connaître d'autres trucs. Et du coup, ce qui vous semble à vous relever d'une insuffisance générale, qui va être perçue comme ça, devient pour le jury une insuffisance locale, qui va évidemment vous faire avoir une moins bonne note que si vous connaissiez Locke, ça on va pas se mentir, dans mon cas, mais qui va vous faire quand même avoir une note de base qui sera beaucoup moins basse. Au lieu de partir d'un 2, ben vous partez d'un 8, et puis votre entretien, il va vous faire monter, et c'est comme ça que j'arrive à avoir 11, alors que mon explication de texte sur Locke était sans doute indigente, relativement mauvaise sur des points cruciaux, mais comme l'entretien s'est relativement bien passé, et que j'ai produit des hypothèses philosophiques, bah, ils ont dû se dire, bah, ce gars-là, il est tombé sur Locke, pas de chance pour lui, il connaissait pas Locke, il a galéré, mais quand même, il a des choses, il a des choses dans le ventre, et aussi bien il serait tombé sur Kant ou sur Husserl, ben, il s'en serait bien sorti. Bon, moi je vais pas leur dire que si j'étais tombé sur Husserl, bon, peut-être sur Kant ça irait, mais sur Husserl j'étais foutu aussi, mais peu importe en fait. Donc ça, deuxième conseil, éthique, chose à bien méditer, il n'y a pas d'illégitimité. Vous n'êtes pas illégitime dans votre position, cette illégitimité, c'est vous qui la construisez et qui l'édifiez. Alors, troisième conseil, qui serait un conseil beaucoup plus pratique, mais quand même je finis là-dessus parce que ça me vient à l'esprit, là je fais ça sans fil rouge, ce qui explique la longueur sans doute excessive de ces vidéos audio, c'est
comme vous êtes dans un état de stress, d'un état d'angoisse, comme vous avez peur et que le temps de préparation est finalement relativement court pour réussir à produire quelque chose que vous allez faire à l'oral, il faut que vos notes soient d'une grande clarté. Il faut que vous n'ayez pas d'effort à faire pour lire vos notes, pour vous retrouver dans vos feuilles. C'est un conseil qui peut paraître un peu anecdotique, mais là encore, je crois qu'il est extrêmement important parce que je crois que beaucoup de gens se perdent dans leur exposé à cause de problèmes matériels idiots, qui est, je sais pas, une inversion de feuille, des pages pas numérotées, et du coup, quand ils déroulent leur exposé, ils ne s'y retrouvent plus, des notes difficilement lisibles, et du coup, ça saute un moment de leur argumentation, et du coup, ils n'arrivent plus à raccrocher les wagons. Donc et ça, je pense que ça peut être intéressant de voir en amont. Moi, je l'avais pas fait, mais je pense que si vous êtes admissible, peut-être que ça peut être intéressant de voir, de vous faire une structure de brouillon initiale. C'est-à-dire, en gros, vous avez un plan de brouillon, comme, je sais pas, vous faites une marge, peu importe, vous faites une grande marge dans vos feuilles de notes, vous quadrillez la page d'une certaine manière, et vous savez comment vous allez organiser, en gros, votre argumentaire. Par exemple, dans les marges, vous mettez les références, dans le corps, vous mettez vraiment le déroulé. Donc il faut que votre prise de notes soit d'une grande efficacité, d'une grande clarté pour vous quand vous allez vous relire, parce que vous allez relire ça dans un moment de stress, dans un moment de tension. Donc, et ça se joue à rien. En fait, la réussite d'une leçon, la différence entre une leçon qui va paraître excellente ou bonne et une leçon qui va paraître moyenne, parfois, honnêtement, je crois que ça se joue aussi sur l'éloquence, le moment où vous allez réussir à emporter les gens. Si d'un coup, au milieu de votre exposé, vous passez 5 minutes à fouiller, à rechercher mentalement des choses qui ont été perdues, le stress monte en vous, vous avez plus de mal à être éloquent, à ramener des explications, à clarifier votre propos, le jury se perd un peu dans votre exposé, et il y a une sorte de tension et de malaise qui apparaît et qui est très contre-productif. Donc, quelque chose que je n'avais pas fait, c'est ça. Pareil, moi, je sais que pour ma leçon d'agrég, qui s'est vraiment bien passée, qui était sur la foi, j'avais voulu lire une citation de Kierkegaard, et j'avais pris le bouquin, et puis finalement cette citation non seulement n'était pas si utile, et en plus pour le coup elle a fait un petit trou d'air dans mon explication, parce que j'ai un peu paumé la page, je savais plus exactement, enfin, il y avait quelque chose qui avait déconné. Donc si vous utilisez des documents, des livres, par exemple, que vous avez récupérés dans la bibliothèque du concours, et que vous voulez les lire et tout ça, pareil, une grande fluidité. Et je crois que ne vous encombrez pas de lecture de citations pendant les exposés, si elles ne sont pas absolument nécessaires, absolument cruciales, qu'elles ne nourrissent pas vraiment votre propos. Hein, comprenez bien et gardez bien à l'esprit que toute citation doit être commentée. Donc si c'est juste une citation illustrative, dites-vous bien qu'elle va pas vous faire gagner des points, mais va vous en faire perdre, et plus encore, que cette citation illustrative, ça va peut-être être l'élément qui, dans le continuum de votre oral, va vous faire perdre en éloquence. Donc ce travail sur l'éloquence, sur la posture, sur la manière de poser sa voix, la prosodie, ni trop rapide ni trop lent, donc toute cette autour de la philosophie, évidemment, cette manière de porter la voix philosophique, ne négligez pas ces points. En fait, ce sont des gens qui écoutent. C'est un jury de philosophes, ça c'est sûr, donc c'est des gens qui pensent ce que vous dites, mais ils écoutent d'abord. Et vous avez déjà fait l'expérience de profs qui étaient particulièrement ennuyeux, particulièrement difficiles à suivre, dont on sentait bien qu'ils avaient des choses à raconter, mais dont on n'arrivait pas à comprendre le propos à cause de la forme de leur exposé et pas du fond de leur exposé. Donc ça, c'est un point qu'il faut travailler, qui est souvent en plus mis en péril par le stress, donc c'est pour ça qu'il faut des notes d'une grande clarté, les transitions d'une grande clarté écrites sur votre feuille, tous les sauts argumentatifs, il faut les lier, les exemples, il faut les écrire, enfin voilà, il faut que vous ayez une structure vraiment voilà, la plus claire possible, la plus facile à lire possible pour vous le jour de l'oral. Voilà, je pense que je m'arrête là parce que ça fait déjà 20 minutes que je cause et peut-être que c'est trop long. J'essaierai, si j'y arrive, faire un audio, une vidéo dans les prochains jours en listant des conseils pratiques ou des retours d'expérience un peu
efficient que je pourrais vous donner pour vous aider à préparer cet oral. Voilà. Gardez juste à l'esprit que tout le monde est stressé comme vous. Il y a personne ou quasi personne qui va aux oraux de la grecque ou du CAPES, la fleur au fusil, tranquille, sans aucune angoisse. Vous êtes tous dans le même bateau et donc ne soyez pas trop effrayés par votre stress. Par contre, essayez vraiment de trouver des stratégies pour l'encadrer et sinon pour le limiter ou du moins pour en limiter les effets le jour J.